Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Prime Politique, l'émission de décryptage de l'actualité politique nationale. Réunion séance plénière le mercredi 24 juin 2026. Les députés de la 10e législature ont examiné et adopté la loi numéro 2026-11 du 24 juin 2026 portant modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 et modifiant les dispositions relatives à l'institution du médiateur de la République. Désormais, les attributions de cette institution seront exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Quels sont les véritables enjeux de cette réforme? Quel effet pourrait-elle avoir sur la crédibilité, l'efficacité et la cohérence des institutions de la République? On va en parler dans cette émission. Nous reviendrons également sur le dossier de la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, fermée depuis 2023. Celle-ci demeure suspendue à des exigences jugées non négociables par les autorités du Niamey. De Niamey, voilà, des conditions qui sont réalistes, juridiquement applicables et compatibles avec les intérêts stratégiques du Bénin. On va également en parler. Enfin, nous nous intéresserons à la réforme de l'administration publique engagée par le président de la République, Romian Wardani, notamment voilà à travers la suppression de plusieurs agences stratégiques héritées du précédent dispositif institutionnel, parmi lesquelles l'agence de développement des arts et de la culture, une orientation qui suscite de nombreuses interrogations dans l'opinion. Notre invité du jour, Karim Goudi, acteur politique qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est une fierté pour moi d'être sur votre plateau ce soir. Comment vous allez? Ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord. Ça fait plaisir en tout cas de vous recevoir encore une fois sur cette émission. Alors tout de suite, on va démarrer. Le président de la République, Romian Wardani, a engagé une réforme profonde de l'administration publique en décidant de supprimer plusieurs agences stratégiques créées sous le précédent dispositif institutionnel, notamment l'agence de développement des arts et de la culture, entre autres. Cette décision vous paraît-elle pertinente? Alors, merci beaucoup. Merci à vos téléspectateurs. Avant de répondre à votre question, il est important de rappeler aux téléspectateurs que notre Constitution, en son article 119, permet à un chef de l'État, autorise un chef d'État d'organiser l'administration telle qu'il aurait souhaité pour atteindre son objectif. Donc, c'est pas du gaieté du cœur d'un président de la République de se lever, de commencer par dissoudre, de créer, de faire ci ou bien de faire ça. Ce n'est pas du gaieté du cœur. C'est parce que la loi lui permet et c'est notre Constitution en son article 119. Alors, je reviens pour répondre à votre question, pour vous dire que, alors, si la loi permet à un chef de l'État de pouvoir modifier la configuration de l'administration, c'est que ce que le président Romian Wardani a fait, c'est légal. Alors, si c'est légal, et il faut aussi dire que c'est parce qu'il a constaté que les agences qui existaient n'ont pas donné les fruits que les fleurs ont promis. Donc, ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché et il pense qu'il faut réajuster. Donc, c'est de son gré de réajuster. Mais seulement ce que je peux dire à ce niveau. Ça aurait été très bien que, en dissolvant toutes ces agences, que les gouvernants nous disent aux contribuables, voilà les agences qui ont été créées en telle année, elles ont fait tel nombre d'années, tel nombre de mois, tel nombre d'années. Voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Certainement, le porte-parole du gouvernement aura l'occasion d'expliquer voilà, à la presse les raisons. Oui, bien sûr, ce n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi ce que je dis, c'est à point nommé. Donc, c'est pour dire que réellement, il faut le faire. Il faut dire aux populations, il faut dire aux contribuables, voilà pourquoi ça a été fait truc là, parce que on a créé une agence pour tel objectif, l'objectif n'a pas été atteint, ou bien on voit que sur cette forme, l'objectif ne va pas être atteint, donc il faudrait qu'on réajuste. Et comme il a dit tout à l'heure, la loi permet au chef de l'État de le faire, et il l'a fait. Je pense que c'est très bien pour la République, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
il faudrait quand même dire aux populations, aux mandants, ceux qui ont mis les dirigeants là où ils sont aujourd'hui, voilà pourquoi on a fait ceci, voilà, ainsi de suite. Là, c'est plus clair et c'est plus compréhensible par tout le monde. Les gens ne se poseront plus de questions. Pourquoi tout ça a été dissous. Mais vous avez donné un exemple, l'exemple du ministère de la Culture, de la DAC, du ministère de la Culture. L'Agence de développement des aires de la culture. Oui, l'Agence du développement, c'est une agence au niveau du ministère de la Culture. Sous tutelle. Ouais, sous tutelle de la culture, voilà. C'est pour dire effectivement que à ce niveau, certainement que des réformes, le président de la République veut faire des réformes. Par exemple, sous le président Patrick Talon, c'était quatre pôles touristiques, les Adjatado, les Yoruba, le Grand Borgou et la culture des montagnes, la zone des montagnes. Donc maintenant, on apprend avec le président Ouadani que de 4, on va partir à 6. Donc ça veut dire que quelque part, il faut peut-être dissoudre et réorienter pour qu'il y ait un changement, pour que ça puisse être adapté à ce qui veut être fait désormais en bien justement, puisque ça va être plus décentralisé, certainement après avoir fait peut-être 5, 10 ans, 5, 6, 7 ans d'expérience avec cette agence-là, ils ont jugé bon la dissoudre pour peut-être la faire renaître autrement. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Vous êtes un acteur politique justement sur la question de la dissolution de l'ADEC. Le sujet suscite pas mal de réactions dans l'opinion, c'est vrai. Vous aviez évoqué brièvement la raison liée à peut-être une réforme. Est-ce qu'il y a derrière cette dissolution autre raison qui pourrait expliquer cela? Non, en temps normal, les gens ne devaient pas se poser de questions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, si aujourd'hui, si aujourd'hui les gouvernants viennent et expliquent pourquoi ça a été dissous, d'abord, j'ai expliqué tout à l'heure, la loi permet aux gouvernants de le faire. Deuxième chose, c'est parce qu'ils veulent un meilleur résultat, c'est pourquoi certainement ils ont essayé de faire tout là. Et je viens de dire tout à l'heure que de 4 pôles touristiques, aujourd'hui le gouvernement du président Ouadani est en train de dire qu'on aura à 6. Donc ça veut dire que c'est en mieux. Donc certainement c'est pour que ça puisse respecter, ça puisse donner un meilleur résultat aux populations. C'est pourquoi certainement cette décision a été prise. Moi je pense que on attend les explications du gouvernement, mais je pense que c'est déjà bien que le gouvernement du président Talon avait déjà fait un effort pour révolutionner le monde culturel au Bénin. Maintenant, si le président Ouadani dit qu'il va passer de 4 à 6, ça veut dire que lui veut encore donner plus de bonus, plus de punch, de poids à ce secteur, et ce qui est bien pour le Bénin, parce que sur le plan culturel, il faut reconnaître que le Bénin est très riche. D'accord. Alors, de par votre position, quels pourraient être les impacts de cette réforme sur les secteurs concernés et les acteurs? Ah oui, il faut reconnaître que avec les réformes qui sont en train d'être annoncées, je pense que le monde culturel, je pense que les acteurs culturels doivent mieux s'organiser pour faire face aux propositions, pour proposer des choses au gouvernement. Parce que si aujourd'hui le gouvernement subdivise le Bénin en 6 pôles touristiques, et si les gens croient les bras, ça n'ira pas. Ce n'est pas au gouvernement de venir entreprendre des choses. Par exemple, des festivals de danse, des arts, et ainsi de suite. C'est pas au gouvernement de venir faire. C'est au privé, c'est aux populations de s'organiser et proposer des choses au gouvernement pour que le gouvernement puisse essayer la balle au bon pour essayer de faire la promotion culturelle. Je pense que ça aura un impact positif sur les aires culturelles. On a déjà une arène au niveau de Ouida, qui est une très belle arène, et on a aussi une arène au niveau du palais impérial de Niki. Déjà, si les arènes peuvent se multiplier par aire culturelle, ça serait très bien. Je pense que c'est ce qui est en train d'être pris comme décision. Ça va avoir un impact positif sur la culture béninoise. D'accord. Sur un autre registre à présent, les autorités nigériennes conditionnent la réouverture de la frontière avec le Bénin à plusieurs exigences, notamment la signature d'un accord de défense et de non-agression interdisant toute utilisation du territoire béninois contre le Niger, ainsi qu'une transparence totale sur les dispositifs militaires étrangers présents à proximité de la frontière. Ces exigences vous semblent-elles acceptables et applicables dans le contexte actuel? Et il faut d'abord rappeler à vos téléspectateurs
que ce qui s'est passé entre le Bénin et le Niger, c'est un malentendu. Et un malentendu, ce n'est pas grave d'avoir un malentendu avec quelqu'un. Et ce qui est grave, c'est de ne pas trouver une solution pour régler le malentendu. Et je pense que le président Ouadani a pris son bâton pèlerin et a montré sa bonne foi en allant à Niamey et en discutant avec son homologue du Niger et quitte aux Nigériens pour dire bon, nous sommes prêts, venez, on va discuter, on va s'entendre, on va reprendre. Bon, quitte aux Nigériens, aux autorités nigériennes de donner les conditions. Parce que si on ne s'était pas entendu, c'est parce que certainement il y avait quelque chose. Alors ce quelque chose là, il faut qu'on vous le dise. Donc c'est ce que les Nigériens ont dit. Je ne pense pas que ça soit trop. C'est mieux qu'ils disent réellement ce qui ne va pas, ce qui nous reproche, ce qui fait que ça n'a pas marché entre nous deux à un moment donné, quitte à nous de corriger pour qu'on puisse aller de l'avant. Estimez-vous que le Niger fait preuve d'une exigence excessive? Je ne pense pas que le Niger fasse une exigence excessive parce que la situation qui se présente entre le Bénin et le Niger n'arrange pas les deux pays. Ça veut dire que théoriquement, les deux pays vont chercher à ce que la situation soit réglée. Le Niger n'a pas intérêt à quand même poser des conditions qu'on ne peut pas remplir. Je rappelle à vos téléspectateurs que ce qui se passe entre le Niger et le Bénin ne devrait pas se passer, ou si ça se passe, c'est que nous avons le devoir de nous lever comme un seul homme pour régler la situation. Parce que le Dahomey d'hier, le Bénin d'aujourd'hui, le Niger, depuis les années 60, le Niger et le Bénin sont liés historiquement. Parce que le port autonome de Cotonou a été créé pour quand même que le Niger et le Bénin puissent quand même exporter leurs produits par ce port-là. Donc théoriquement, c'est que le Niger et le Bénin sont liés. Et pour qui connaît le Bénin, vous allez déjà à partir de à hauteur de Parakou jusqu'à Malanville, vous allez voir un brassage important entre les populations du Niger et du Bénin. Donc on n'a pas intérêt à ce que la situation ne se règle pas. Et quand vous allez à Niamey, au Niger, il y a une forte communauté du Bénin à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que le Niger ne saurait pas poser des conditions excessives. Elle n'a pas intérêt, et il n'a pas intérêt à poser ce type de conditions-là. Je pense que les conditions qui ont été posées vont trouver des solutions et la frontière sera ouverte. Alors, en acceptant ces conditions, est-ce que le Bénin ne prendrait-il pas un risque, notamment avec la création d'une cellule bilatérale de renseignement, alors même que le pays est confronté à une recrudescence des attaques terroristes ces derniers mois? Je veux parler du Niger, bien sûr. Bien sûr, c'est bien. Non, tout au contraire, en acceptant toutes ces exigences, le Bénin se rend disponible pour une collaboration étroite contre le terrorisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de quand la frontière est fermée, ça veut dire que la circulation des agents de sécurité entre les deux frontières pour un bon renseignement est coupée. Mais avec aujourd'hui cette réouverture de des frontières qui va être effective, je le souhaite, c'est mon souhait, les collaborations seront très étroites. Et je vais au-delà de ça, pour montrer réellement l'importance de la réouverture de ces frontières-là. Alors, je vais au-delà en disant que nous avons aujourd'hui les villages transfrontaliers, d'accord, les villages qui se trouvent au niveau de nos frontières-là, qui ont leur école pratiquement fermée. Qui ont l'école pratiquement fermée parce que, à cause du terrorisme justement, parce qu'il n'y a pas cette collaboration-là vraiment étroite avec la fermeture de la frontière avec le Burkina, avec le Niger. Entre les pays frontaliers. Entre les pays là, frontaliers, c'est très compliqué pour les peuples d'amener les enfants à l'école parce que les gens viennent attaquer les écoles. Donc, avec la réouverture de cette frontière, tout au moins, ça veut dire que tout ça va être réglé. Il y a des communes qui ont, les communes comme Carrément, qui subissent quand même sérieusement ces attaques-là. Donc, le Bénin, en acceptant les conditions fixées par le Niger, c'est avoir une grandeur d'esprit. Voilà ce que je voulais dire. Ça avoir une grandeur d'esprit, c'est de faire de sorte que, attention, il faudrait qu'on puisse régler ce problème-là le plus vite possible pour faire face ensemble aux défis qui nous attendent. L'une des innovations de la principale loi, de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 modifiant l'institution du médiateur de la République consiste à confier désormais ses attributs au premier
vice-président du Conseil économique et social. Le rapport de la commission des lois que préside Orden Aladatine souligne que cette réforme vise à rationaliser l'action publique et à renforcer la cohérence institutionnelle. Partagez-vous cette analyse? Oui, pour une première fois, mon frère, l'honorable Orden Aladatine, très souvent j'ai l'habitude de ne pas être d'accord avec lui sur plusieurs sujets. D'ailleurs, mais cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que qui dit médiateur de la République gère les problèmes, les conflits entre les citoyens, entre les peuples, entre les différents peuples du Bénin. Qui dit Conseil économique et social règle les problèmes des populations, va vers les populations, fait des enquêtes, observe, fait des recommandations aux décideurs. Alors, pourquoi ne pas alors associer ces deux institutions? Là, je suis d'accord avec lui. Quel avantage voyez-vous dans ce rapprochement? Ah oui, l'avantage, c'est d'abord de diminuer d'abord le nombre d'institutions. Et qui dit institution dit carrément les finances, dit carrément un budget. C'est-à-dire, il faudrait pas que on ait des institutions budgétivores, deux institutions budgétivores qui jouent pratiquement le même rôle. Il faut les associer en même temps et faire un en deux. Et surtout, moi je suis d'accord avec le fait qu'on dit que c'est le premier vice-président du Conseil économique et social qui devient en même temps médiateur de la République. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été fait parce que le président a d'autres fonctions. Il faut donner quand même des attributions au premier vice-président. C'est très bon, ça rationalise, ça fait de sorte que, bon, on n'est pas des institutions sur des institutions pour institutions. Il faudrait de l'efficacité. Je suis d'accord avec lui par rapport à ça. Toutes les institutions au Bénin ont leur rôle, ont leur mission. Lorsque vous parlez d'institutions budgétivores, vous faites allusion à quelle institution déjà? Non, je parle... Parce que chacun, de par sa position, joue son rôle dans la République. Oui, bien sûr. Lorsque deux institutions ont des rôles rapprochés, il vaut mieux les mettre ensemble. Là, maintenant, on ne peut pas mettre ensemble la HAC et le Conseil économique et social. C'est différent. Alors, là, lorsque deux institutions jouent pratiquement le même rôle, règlement des conflits des populations, fait la promotion de la paix, exactement ce que fait le Conseil économique et social et ce que fait le médiateur de la République, pourquoi pas les mettre ensemble? C'est pourquoi je dis il faut économiser de l'argent, il faut pour qu'on puisse l'investir quand même dans les secteurs qui en demandent, au lieu de créer des institutions pour créer des institutions. Là, je suis d'accord avec l'avis du président de la commission des lois. Bon, les parlementaires ne parlent pas forcément des finances, et eux ils parlent plus de renforcement de la cohérence institutionnelle. Oui, bien sûr, il faut que ça soit cohérent. Cohérent lorsque le médiateur de la République vient se loger au niveau du Conseil économique et social, c'est cohérent parce qu'il règle les mêmes problèmes et c'est bien. Quand vous voulez poser un problème, quand il y a un problème, au lieu d'aller... Il y a des fois des problèmes qui vous amènent chez le médiateur et vous repartez encore au niveau du Conseil économique et social. Il vaut mieux, oui bien sûr, il vaut mieux alors le déposer là et celui qui a des trucs à régler demande que, bon voilà, c'est au niveau de cette institution-là, vous déposez vos dossiers pour que les gens puissent vous régler. Parce que quand deux institutions ont des rôles distincts, on ne peut pas les mettre ensemble. On ne peut pas mettre la Cour constitutionnelle avec le Conseil économique et social. On ne peut pas mettre la Cour constitutionnelle avec la HAC. C'est deux trucs différents. Mais lorsque des institutions ont des rôles qui se rapprochent, alors il faut les mettre ensemble. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est cohérent. Alors, Karim Goudi, vous savez que le Conseil économique et social a pour mission de consolider les pouvoirs publics et de favoriser le dialogue entre les différentes composantes socio-professionnelles du pays. Considérez-vous que cette institution a pleinement assuré ou assumé ce rôle jusqu'à présent? Bon, si aujourd'hui, je suis un peu mal placé pour répondre à cette question, mais je peux me baser... En tant que citoyen? Oui, en tant que citoyen, d'accord, mais je peux me baser sur la vie, le comportement, l'attitude des experts, l'attitude de ceux qui travaillent, qui ont eu à fréquenter ces institutions-là. Si, depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, la création de cette institution, si, malgré les réformes, et Dieu même sait qu'il y a eu des réformes au Bénin depuis 90 à nos jours, si cette institution-là a résisté, ça veut dire qu'elle joue un rôle important. Parce qu'au niveau de cette institution, n'oubliez pas,
que les artisans sont représentés, les agriculteurs, les fonctionnaires, tous les secteurs d'activité, les syndicalistes surtout sont représentés. Et on prend leur avis sur des sujets donnés. On prend leur avis, on fait le rapport et on envoie aux décideurs pour dire voilà ce que pensent les acteurs sociaux. Donc c'est très important que ça existe. C'est parce que cette institution joue un rôle important qu'elle est là jusqu'à présent. D'accord. Alors, avec cette réforme, certains observateurs craignent que le Conseil économique et social ne devienne une structure davantage administrative que véritablement influente sur les politiques publiques. Cette inquiétude vous paraît-elle fondée? Non, c'est pas fondé. Pourquoi? Parce que le Conseil économique et social, en temps normal, est une institution de terrain. C'est une institution de terrain. Le médiateur de la République, lui, prend des questions. C'est vrai qu'il peut aller enquêter avant de résoudre les questions, mais il faut reconnaître que les conseillers du Conseil économique et social vont sur le terrain, prendre l'avis, voir ce qui se passe, faire des rapports sur le terrain. C'est pourquoi il y a des agriculteurs, c'est pourquoi il y a tous les secteurs d'activité de notre société sont représentés au niveau du Conseil économique et social. Alors, ça veut dire que réellement, cette institution-là, quand même, a joué son rôle et va continuer toujours pas jouer son rôle. Quand bien même ces fonctions seront rattachées au médiateur de la République, est-ce que l'institution va toujours demeurer présente dans les décisions publiques? Oui, bien sûr, parce que le médiateur de la République n'empêche pas au conseil d'aller sur le terrain travailler. Les conseils vont chercher l'information sur le terrain et envoient au niveau du bureau. Et moi, je pense même que le médiateur de la République, c'est même mieux qu'il ait ces dossiers-là devant tous les conseillers. Au lieu que ça soit lui, avec son bureau, désormais, il va exposer des problèmes qui sont liés, qui sont déposés à son niveau, à tous ces conseillers qui vont réagir, plus de tête pour réfléchir, donnent toujours une meilleure solution. D'accord. Au regard de cette nouvelle configuration institutionnelle, quelle sera désormais, selon vous, la véritable utilité et la valeur ajoutée au CES dans le dialogue entre les différentes composantes socio-professionnelles du pays? Oui, bien sûr, ça veut dire qu'au niveau le dialogue va être plus renforcé parce que d'abord, le Conseil économique et social a changé de configuration. Ce n'est plus le Conseil économique et social dont on connaissait, c'est plus renforcé maintenant. Et je pense que le Conseil économique et social, nouvelle configuration, va plus prendre en compte les besoins des populations à la base. C'est vraiment important d'aller à la base. Et ce que j'aurais proposé par rapport au Conseil économique et social, parce que j'ai vu le président actuel, les autres présidents le faisaient, j'ai vu le président actuel bouge beaucoup, c'est bon déjà, mais par rapport à la mission du Conseil économique et social, je pense que le Conseil économique et social doit beaucoup aller davantage sur le terrain et surtout doit beaucoup faire des communications en langue locale, en langue nationale plutôt, en langue nationale. Parce qu'il faudrait que les populations comprennent le rôle de cette institution-là. Il faudrait que les populations comprennent que, attention, lorsque j'ai un problème, lorsqu'un gouvernant gère une situation qui n'est pas bien pour moi, j'ai quelqu'un à qui il faut parler. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la population ne sait pas réellement le rôle que joue cette institution? Elles savent, mais à mon avis, c'est pas encore ça. C'est la faute à qui? C'est pas encore. Non, c'est la faute justement aux réformateurs. C'est la faute justement à ceux qui vont gérer l'institution, parce que ils gèrent l'institution en fait. Leurs interlocuteurs, ce sont les populations. C'est pourquoi je dis, la proposition que je fais, le Conseil économique et social doit avoir une cellule de communication très puissante. Et surtout, communiquer en langue nationale. Il faut aller vers les populations. Il faut parler aux populations. Il faut que les populations se sentent concernées. Que les populations se disent, mais attends, cette institution-là, c'est pour nous. Par exemple, pour vous donner un exemple simple. Quand on dit la HAC, par exemple, la HAC n'est pas à la portée de tout le monde. La HAC, c'est les professionnels des médias. Donc, ça là, il n'y a pas de souci, on les réunit, on les régule, on fait ce qu'on a fait, ainsi de suite. Mais quand on prend l'Assemblée, on sait que c'est les députés. Quand on prend, comment on appelle, la haute cour de justice, on sait que là, c'est pour juger les cadres de l'administration, les gens d'un certain niveau. Mais le Conseil économique et social est pour le paysan, est pour le Béninois à la base. C'est pourquoi le Conseil économique et social, pour ceux qui ont fait des réformes, doit penser
à mettre une cellule de communication très forte, doivent mettre un budget important pour la communication, parce qu'il faut communiquer dans toutes les langues du Bénin. Dans toutes les langues du Bénin. Est-ce que par le passé ne le faisait pas? Moi, je ne sens pas ça. Je n'ai pas senti ça. C'est pourquoi je propose. Nous avons 546 arrondissements, je pense. On a 5295 villages. Il faut faire de sorte que tous les villages soient parcourus. Puisque vous travaillez pour des gens, on dit vous êtes là, vous représentez les cultivateurs, vous représentez les conducteurs, vous représentez plein de personnes. Ces gens-là doivent être contactés, ces gens sont dans nos villages. On a seulement que, je dirais même, on a seulement que 5295 villages. Il faut parcourir et il faut pas aller parler français là-bas. Si vous allez là-bas, il faut parler la langue du terroir. C'est pourquoi là où l'argent va rentrer, là où les finances vont rentrer, il faut les avoir et faire de sorte que le Conseil économique et social joue réellement son rôle. Le Conseil économique et social, ce n'est pas seulement pour les akaoués, comme on le dit, pour les gens qui sont dans les bureaux, non. Le Conseil économique et social, c'est pour le Béninois à la base. C'est pourquoi le législateur a mis cette institution en place. Et c'est pourquoi il y a à ce niveau les syndicats qui représentent les travailleurs. Les travailleurs aussi doivent repartir à la base au niveau de tous les départements, de tous les arrondissements pour expliquer aux travailleurs pourquoi ils sont là et prendre les problèmes des travailleurs. Voilà en gros ce que moi je voudrais dire. Il faut forcément revoir la communication. Et quand je dis communication, ce n'est pas seulement communication en français, c'est communication dans nos langues nationales. Et on a des spécialistes au niveau de cette communication-là. On a le Conseil économique et social, par exemple, peut signer un contrat avec les ONG de sensibilisation pour aller réellement sur le terrain et prendre des informations et remonter l'information au niveau des décideurs. Je pense que pour que ce Conseil économique et social, nouvelle réforme, nouveau visage, doit, pour réussir sa mission, faire de sorte que le Béninois à la base se sente concerné par ce qui se passe au sommet. Et c'est le rôle du Conseil économique et social. Aujourd'hui, avec cette réforme, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut réellement impacter le fonctionnement de cette institution? Oui, ça peut impacter. Ça peut impacter à une seule condition. Sinon, à deux conditions. La première condition, il faudrait que ceux qui ont fait la réforme mettent les moyens à disposition pour que le Conseil économique et social travaille. Mais les moyens ont été toujours mis à disposition. Non, les moyens ne sont pas toujours mis à disposition. Les moyens ne sont pas toujours mis à disposition. Les gens, c'est une institution qui n'a pas un budget autonome. C'est une institution qui fonctionne comme on dit les affaires courantes. C'est pas pour trahir le secret. C'est pour vous dire que je le dis parce que je veux que ça marche. Je le dis parce que je veux que le Conseil économique et social puisse avoir un budget annuel pour exécuter des actions. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un pays comme le Bénin, avec tout ce qu'on a parcouru depuis 1990, si on doit avoir un conseil économique et social, on a déjà de l'expérience, il faudrait renforcer le conseil économique et social, il faudrait faire de sorte que des populations se sentent concernées, parce que j'ai l'impression que les populations ne se sentent pas trop concernées par ce que le Conseil économique et social fait, même si je reconnais que l'actuel président du Conseil économique et social, c'est pas parce qu'il est là. Si quelque chose est fait qui n'est pas bien, je dirais que c'est pas bien. Même si je sens que celui qui est là actuellement bouge beaucoup, voyage, va au niveau à la rencontre des populations, explique aux populations, mais je dirais, monsieur le président du Conseil économique et social, il faut faire votre communication en langue nationale. Les populations ont le plaisir d'écouter leur langue pour les expliquer comment fonctionne leur pays. Donc, vous devez communiquer en langue nationale, pas uniquement en français. Et il y a des spécialistes dans ces langues-là pour le faire. Et je pense qu'en le faisant, ça sera très bien. D'accord. Sur un autre volet, voilà, on va aborder autre point de notre émission à présent. Le président de la République, Romuald Wardani, totalise déjà un peu plus d'1 mois à la tête du Bénin. Quel bilan provisoire dressez-vous de ces premières décisions et de ces premiers actes de gouvernance? Ne soyez pas pressés de faire un bilan. Dieu va nous prêter vie. Et 1 mois, c'est peu. 2 mois, c'est peu. C'est pourquoi le législateur a mis 7 ans. Si on veut faire un bilan, faisons un bilan qu'on peut faire après 1 an, après 2 ans, même en 100 jours, puisque bon, vous les journalistes, les hommes des médias, vous dites les premiers 100 jours d'un gouvernant, il faut analyser quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire
en un mois, sinon en un peu plus de 2 mois. Mais Que ce que j'ai remarqué, non, j'en viendrai. Ce que j'ai remarqué, que le président Ouadani a posé des actes. J'ai remarqué que c'est un monsieur qui veut travailler. C'est ce que j'ai remarqué. Il veut travailler parce que j'ai vu. Il est venu, bon, c'est vrai, ça peut être les fruits de l'ancien régime. J'ai vu les bus, les bus universitaires sont sortis. J'ai vu, il s'est levé, parce que moi, je ne croyais pas trop. Il y a certains aussi qui ne croyaient pas trop que le président Ouadani pourrait aller au Niger. Mais j'ai vu, avant le Niger, j'ai vu la représentation du Niger, du Mali, du Burkina à l'investiture. C'est des actes, ça. C'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu qu'il a pris l'avion, qu'il est allé à Niamey. Avant d'aller à Niamey, il est allé déjà parler au président de la CEDEAO, le président du Nigeria, le géant de l'Est. Il est allé vers lui. Après, il est allé à Niamey. Il a montré qu'il veut vraiment régler les problèmes. J'ai vu ça. Et j'ai vu qu'après ça, il y a une délégation qui s'est... Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé au Togo. Oui, il est allé au Burkina Faso, ce qui est très bien. Le président Traoré l'a accueilli. Il est allé au Mali, qui a été récemment endeuillé. Il a posé des actes. Bon, après, il est allé vers le Togo. Il est allé... on n'a pas trop de problèmes avec le Togo. Vers la Côte d'Ivoire, on n'a pas trop de problèmes avec le Sénégal, et ainsi de suite. Alors, ça là, j'ai vu. Et quand je vois des actes comme ça, je me dis, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas aller vite en besogne, mais je remarque qu'en moins de 2 mois, il a posé des actes qui montrent que c'est des actes de quelqu'un qui veut faire bien. Alors, dans ces conditions, quand quelqu'un veut faire bien, tout le monde a des parents un peu partout dans le Bénin. Si la frontière entre le Bénin et le Niger s'ouvrait, par la grâce de Dieu, ça va s'ouvrir, c'est que c'est nos parents qui sont là-bas qui vont en bénéficier. Mais même nous-mêmes, on en bénéficie. Puis on a des trucs, on a des amis qui sont au Niger. On veut aller des fois au Niger. Aller au Niger aujourd'hui avec le bus, madame, je ne pense pas que vous pourrez supporter les tracasseries qu'il y a sur la voie. Si aujourd'hui on dit, bon, il n'y a plus ça, c'est terminé. Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de prendre l'avion pour descendre à Niamey. Les gens prennent les bus et c'est des tracasseries. On ne veut pas ça. Donc, ce que j'ai remarqué, je ne ferai pas un bilan, mais j'ai remarqué quand même que voilà un président qui pose des actes et qui augurent d'un lendemain meilleur. D'accord. Alors, outre ces actes que vous avez évoqués, il y a aussi des mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement, dont la gratuité de la scolarisation des filles, de la scolarité des filles de la 6e en terminale, la dotation l'appui du gouvernement dans les hôpitaux, les formations sanitaires, de l'eau, de l'électricité et tout. Il y a pas mal de mesures sociales qui ont été prises. Hein. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Lorsqu'on pose des actes pareils, c'est très bien parce que aujourd'hui, quand on dit du CI jusqu'en terminale, les filles ne vont plus payer la scolarité, c'est formidable. Ça va impacter positivement sur la scolarisation des filles. C'est vrai que d'autres gouvernements ont fait des efforts et sont arrivés jusqu'en 3e. Si aujourd'hui, ce gouvernement est en train d'aller jusqu'en terminale, c'est très bien. Lorsqu'on dit les premiers soins sanitaire, lorsque vous allez à l'hôpital, d'abord, il faut que je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans une société où les gens n'ont pas encore le réflexe de se rendre à l'hôpital quand ils sont malades. Ils font de l'automédication, c'est pas ce qui n'est pas bien. Alors, lorsque quelqu'un a ce réflexe d'aller dans un hôpital, s'il n'a pas les moyens, il faut tout au moins le soigner. Il faut soigner au moins d'abord et après, on va régler d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des conditions. C'est vrai, il faut reconnaître aussi que c'est vrai qu'on a des frères et des sœurs qui exagèrent, qui vont et qui exagèrent du tout, on ne sent pas une volonté pour eux de payer. Ce n'est pas la même chose, il y a des conditions qu'il faut remplir pour l'avoir, donc c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Alors, les perspectives vous semblent-elles encourageantes? Oui, pour l'instant, par la grâce de Dieu, ce que je constate, c'est que les perspectives sont bonnes et ça augure d'un lendemain quand même meilleur. Je pense que si ça continue comme ça, et il faut que ça continue, il faut que les actes soient posés mois après mois, semaine après semaine, mois après mois, année après année, il faut que ça soit posé.
Voilà. D'accord. Autre mesure sociale, il y a la subvention au niveau des producteurs et tout. Même en Conseil des ministres le mercredi dernier, il y a d'autres mesures sociales qui ont été prises, dont la réduction de prix des redevances au sein des marchés urbains et régionaux du Bénin. Comment est-ce que vous appréciez toutes ces mesures sociales prises par le Cette gouvernement? partie-là, la réduction au niveau au niveau des marchés modernes, il faut préciser marchés modernes, Ouais. ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que lorsqu'un gouvernement prend une initiative de moderniser les marchés, ça a un coût. Ouais. Quand vous allez dans les quartiers de Cotonou, Saint-Michel, vous allez, comment on appelle, à Ménotin, vous allez à Glazoui, vous allez à Djougou, à Natengu, vous voyez des marchés modernes. C'est de l'argent. Alors, il faut quand même amortir tout cet investissement-là. Si aujourd'hui, un coût avait été fixé, c'est comme c'est 18 000 francs CFA par mois, et qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Ouadane trouve que, attention, après avoir pratiqué ces coûts-là, que ça asphyxiait sur les bons dames au marché et ramener de 18 000 francs à 12 000 francs, je trouve que c'est une très, très belle initiative. C'est très bon de le faire. Le gouvernement, le président Ouadane est en train de nous dire en réalité que rien n'est impossible. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir me dire. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. En leur disant, mais vous avez pu faire ça, c'est très bien. Parce que ce que le gouvernement, le président Ouadane a fait aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour faire du bien à nos mamans. C'est pour faire du bien aussi au gouvernement, parce qu'il faut que les marchés vivent. Lorsque vous asphyxiez les mamans qui n'arrivent plus à vendre, comment le marché va s'animer? Le marché ne peut pas s'animer. Lorsqu'une bonne dame vend et que tout son bénéfice, elle paie les redevances et qu'elle n'arrive plus à renouveler son stock, ça veut dire qu'il n'y a plus de marché. Donc ça veut dire qu'en le faisant, le gouvernement est en train de faire un effort pour que les marchés vivent, les marchés soient plus animés. C'est vrai, le remboursement peut prendre du temps, mais il vaut mieux que ça prenne un peu du temps et que les marchés s'animent que d'asphyxier nos mamans. Et je continue en disant, comme proposition, pour dire, chères autorités, peut-être le président de la République, si vous avez pu faire cette mesure salutaire que tout le monde salue aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut aller plus. On peut aller plus, on peut faire plus. Nous avons aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, des gens qui se sont retrouvés en prison et les familles brisées. Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose aussi pour ces gens-là. C'est une doléance. C'est une doléance. On peut faire quelque chose pour ces gens-là. Parce que c'est une mesure sociale, ce qui a été fait. C'est une mesure vraiment hautement sociale. Il faut aussi demander. Si aujourd'hui on se lève, on dit on peut réduire de 18 000 à 12 000, ça veut dire que je peux aussi demander pour dire, Monsieur le Président, alors lisez les rapports. Dites à vos collaborateurs de vous faire des rapports par rapport aux familles qui ont été brisées parce que les gens sont allés en prison. Et faites quelque chose pour ces familles-là. Faites quelque chose pour ces gens qui sont en prison. Je ne vais pas dire des noms, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Faisons quelque chose pour que le Bénin retrouve ce qui nous caractérise le plus. D'accord. Le pardon, le dialogue. Alors, est-ce que vous aviez le sentiment que le chef de l'État, le président Romuald Ouadane, joint à la parole? Oui, pour l'instant, c'est 1 mois et quelques. Je ne veux pas vite aller en besogne. J'aurais voulu... Mais ce n'est pas la seule mesure sociale qui a Oui, été c'est pas la prise. seule mesure sociale. C'est assez de mesures. Oui, assez de mesures, mais madame, il serait de prendre les mesures et aussi de tenir. Parce qu'il ne faut pas faire ça en 1-2 mois pour que ça s'arrête. Il faut que ça soit continuel. C'est pourquoi je ne voudrais pas mesure de prudence, je ne voudrais pas jubiler. Je voudrais d'abord dire, bon, c'est bon, et tout en priant pour que ça continue. Quand on va faire le point 1 an, 2 ans après, dit bon voilà, waouh, c'est bon. Là, je peux dire que c'est bien. Sinon, vous allez me rejouer ce que j'ai dit pour dire que vous avez applaudi, vous avez dansé hier. Mais voilà, là où nous sommes aujourd'hui. Mais je pense que nous n'allons pas arriver à là. Je pense que ça ira à bout et que tout va bien se passer. D'accord. Alors, au Bénin, la toute première liste des membres du Sénat, nouvelle institution instaurée par la révision constitutionnelle de fin 2025, a été dévoilée le mercredi dernier en Conseil des ministres. Elle se compose d'un groupe de personnalités désignées et des membres de droit, parmi lesquels nous avons Nicéphore Soglo, Boni Yahi, Patrice Talon, pour parler des membres de droit,
des anciens chefs d'État, anciens présidents de l'Assemblée nationale, Adrien Rungbedi, Bruno Amoussou, Idi Kolaole, Mathurin Kofi-Nago, ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, Théodore Oulou, Elisabeth Ponon. Au titre des personnalités nommées en autres, Ousmane Batoko, Raimi Amadou, Paul Rumpé, Emmanuel Tiando, Pascal Irénée Koupaki, pour ne citer que ceux-là, Karine Goudi. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces noms? Alors, avant de me prononcer sur ces noms, parce que c'est pas ça qui est important, c'est l'institution elle-même. Oui. Bon, l'institution elle-même, il faut dire que, bon, moi je prends l'institution comme si les initiateurs de la réforme et de la création de cette institution sont en train de nous dire, depuis, je vous dis comment je comprends les choses, hein, depuis 90 à nos jours, on a expérimenté certaines institutions et on a vu comment l'État a fonctionné. Nous, on pense qu'il faudrait qu'on crée une autre institution qui est le Sénat, qui est supérieur à toutes les autres institutions et qui coiffe les autres institutions, qui règle certains problèmes que l'Assemblée, s'il y a tension entre l'Assemblée nationale et l'exécutif, que cette institution vient régler pour que l'État continue pas à fonctionner normalement. Je pense que c'est ce que les initiateurs ont voulu nous dire. Et lorsqu'on vous propose une réforme pareille, il ne faut pas mettre de prudence, dire, bon, observons pour voir ce que ça va donner. Observons, on va voir ce que ça va donner. Les noms que vous avez cités, effectivement, c'est des gens qui ont une certaine expérience donnée. Qu'on met à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Sur le Bénin, vous a donné, vous a tout donné, vous êtes arrivé à un certain âge. On vous dit, bon, retrouvez-vous, c'est comme si on disait le conseil des sages. Retrouvez-vous en conseil des sages, essayez de régler les problèmes lorsqu'il y a certains petits problèmes qui peuvent bloquer le fonctionnement de l'État, essayez de les régler. Lorsque les tensions politiques vont surgir, il faudrait qu'on puisse se référer à une institution qui va arbitrer pour mettre les choses pour mettre tout le monde dans les rangs, pour que tout le monde puisse vraiment penser développement de notre pays, parce que c'est notre pays à tous. Ce que je dirais simplement, je ne m'attarderai pas sur les noms que vous avez cités, mais je dirais simplement que les réformateurs nous ont proposé une autre forme de fonctionnement de l'État et pensent qu'avec cette forme, cette nouvelle réforme, que l'État va mieux fonctionner et qu'on va aboutir au développement. Tout le monde veut le développement. Et qu'on va aboutir au développement, moi j'ai dit wait and see. Une dernière question avant de boucler cette émission, vous permettez, sur un tout autre, dans le cadre de la politique de réinsertion sociale, 160 détenus ont récemment obtenu leur certificat de qualification au métier CQM. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Non, l'initiative est louable, l'initiative est bonne, parce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs que quand quelqu'un pose un acte et que on le juge, les gens prennent la décision de dire qu'il faut le priver de sa liberté, qu'il aille se retrouver quelque part. En se retrouvant quelque part là, des fois, les gens s'endurcissent. Les gens restent là, ils n'apprennent rien, ne font rien, et ils ressortent, ils deviennent encore pire que avant qu'ils n'aillent en prison. Alors, si cette initiative peut venir, les dire, bon, alors, ils ont déjà un boulot, ils sortent avec un boulot en main, ils peuvent déjà se mettre à travailler pour pouvoir subvenir à leur bénéfice. C'est la vie de l'homme, après, c'est le bien-être. Parce que la prison n'est pas faite uniquement pour punir négativement les gens. Il y a des prisons qui font de sorte que, bon, voilà, des séjours en prison qui font de sorte que les gens se corrigent pour être des citoyens meilleurs. Je veux parler de cette initiative. Peut-elle constituer un véritable levier de lutte contre la récidive? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui vont en prison, c'est parce qu'ils étaient dans l'oisiveté. Ils n'ont pas de boulot. Et ils s'adonnaient aux activités qui sont interdites dans la société. Alors, si ils sortent de la prison aujourd'hui avec un métier dans la main, ils sont plus conscients, ils ont un métier dans la main, ils se mettront à travailler et ils ne vont pas se laisser dans l'oisiveté. Voilà. Alors, j'aimerais bien vous laisser partir, mais je vais vous poser une dernière question. Oui. Alors, Cotonou est la ville ou la commune qui reçoit le plus d'investissements en matière sur le plan infrastructure. Oui. Mais lorsque on regarde ces derniers jours avec la quantité de pluie qui tombe, on se pose des questions. Comment est-ce que vous vivez ces jours d'inondation à Cotonou?
Vous avez posé la question en commençant par ce que Cotonou reçoit des investissements. Et pourtant, il y a la pluie, il y a des inondations qui se répètent. Il faut reconnaître que c'est une question très sérieuse. La question de l'inondation à Cotonou, c'est une question vraiment très sérieuse qui mérite vraiment l'avis des experts dans le domaine. Ça ne mérite pas l'avis d'un simple acteur politique comme moi. Il faudrait vraiment un spécialiste pour pouvoir expliquer vraiment certaines choses. Bon, c'est vrai que le directeur de la CIRAD disait la dernière fois qu'il y a une quantité impressionnante de pluie qui s'est abattue sur Cotonou, une pluie une quantité d'eau qui devait venir sur Cotonou en un mois, s'est abattue en une journée. Bon, vous comprenez que nous n'avons pas encore des infrastructures qui puissent supporter tout ça. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas pour dédouaner ceux qui sont là actuellement. C'est pas pour dédouaner ceux qui sont là actuellement. Il faut reconnaître que c'est un phénomène sous-régional. On a vu des images au Togo, on a vu des images au Ghana, on a vu des images en Côte d'Ivoire aussi. Donc, c'est pas pour dédouaner. C'est vrai qu'il y a des investissements dans la ville de Cotonou. C'est vrai qu'avec l'asphaltage, bon, les lots devaient circuler normalement, mais les spécialistes doivent venir nous dire réellement que, attention, même si on fait l'asphaltage n'importe comment à Cotonou, il ne faut pas s'attendre à 100% sans inondation par an. Il faut reconnaître que ce n'est pas Cotonou seul qui est ciblé. Hein. Ces derniers jours, on a vu les images, surtout lorsqu'on prend la commune d'Abomey-Calavi, par exemple. Oui, bien sûr, la commune d'Abomey-Calavi, effectivement, elle est inondée, mais il faut aussi reconnaître, si on va les comparer, on va comparer Abomey-Calavi et Cotonou par rapport aux autres villes du Bénin, le relief de certaines villes fait de sorte qu'il n'y a pas d'inondation. Si vous connaissez Parakou, par exemple, vous allez voir, Parakou, il y a souvent des pentes. Quand il pleut, l'eau coule au niveau des rivières, et il n'y a pas trop d'inondation. Ici, on est à un certain niveau très bas par rapport à l'eau, si bien que, bon, lorsque vous êtes en bas et que l'eau qui vient du haut est plus haut que vous là, bon, bonjour, l'eau vous rend visite rapidement. Et bonjour l'inondation. Tout ce que je vais dire simplement aux usagers, aux populations, c'est de faire de sorte que lorsque il ne peut pas pleuvoir, pour ceux qui sont vraiment en bas, il faut vraiment s'arranger, sauter les compteurs le plus vite possible. Il faut faire de sorte que les enfants ne sortent pas n'importe comment pour rentrer dans les eaux, puisque les eaux peuvent être électrocutées. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et je pense que on doit beaucoup communiquer, on doit beaucoup sensibiliser les populations pour qu'ensemble, qu'on puisse comprendre que, attention, l'inondation, lorsqu'on fait des sensibilisations, lorsque le ministère du cadre de vie fait des sensibilisations par rapport aux sachets, par rapport aux trucs qu'on jette dans les caniveaux, c'est aussi le résultat. Lorsque les caniveaux sont bouchés, où ça devait passer, c'est vrai que notre ville a un problème. Et si nous-mêmes, dans notre comportement, on ne fait pas de sorte pour faciliter les travaux faits par des experts, c'est-à-dire c'est réellement un problème. Et moi, je dis que nous devons continuer par sensibiliser à tout niveau. Ce n'est pas seulement le ministère du cadre de vie seul qui doit faire ces sensibilisations-là. À tout niveau, nous devons sensibiliser pour dire, attention, nous ne devons jamais jeter des choses sous les caniveaux, dans les caniveaux. Ça peut créer d'énormes problèmes. Bloquer le cycle d'écoulement d'eau. Le cycle d'écoulement d'eau. Moi, je propose même qu'en temps normal, il faudrait que les populations, vous qui avez vos maisons, les caniveaux passent devant vos maisons, vous devez vous arranger pour curer ces caniveaux régulièrement. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui vienne curer, surtout que c'est vous, la plupart du temps, qui versez des choses au niveau de ces caniveaux-là. Et quand il y a des inondations, l'eau rentre dans votre maison, vous ne pouvez pas crier encore au gouvernement pour que le gouvernement fasse cela. C'est vrai, les gouvernants qui sont là, ce n'est pas des magiciens. Ce n'est pas des magiciens, c'est des hommes comme nous. Ils ont une tête comme nous. Ils ne pourront pas, si on a des problèmes, ne rajoutons pas à nos problèmes par nos mauvais comportements. Voilà ce que je voulais dire. L'éducation civique. L'éducation civique, il faut la faire. Et ça concerne tout le monde. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Karim Goudi. Vous avez quelque chose à dire pour clôturer cette émission? Oui, merci beaucoup. Moi, je vous félicite pour le travail que vous abattez tous les jours. Vous avez un très joli studio. Vous avez une équipe, une très belle équipe qui travaille, très compétente d'ailleurs, qui travaille. Moi, je vous encourage par rapport à ce que vous faites comme boulot. Merci de nous donner la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Et merci d'accompagner sur le développement du Bénin. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Amis internautes, stop et fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.
6 années d'existence, 6 années de dévouement, 6 années de professionnalisme, 6 années à vous accompagner, à vous informer et à vous servir. Aujourd'hui, DCC Communication et son groupe de presse Prime News Monde célèbrent avec fierté leurs 6 années d'existence. 6 années marquées par la passion, l'innovation, la confiance et l'excellence. 6 années d'évolution constante, de défis relevés et de succès partagés grâce à vous. À nos clients, partenaires, collaborateurs et fidèles abonnés, nous adressons notre profonde gratitude. Votre confiance est le socle de notre aventure et la source de notre motivation quotidienne. Cette célébration n'est pas seulement celle d'un parcours accompli, mais aussi celle d'un avenir prometteur que nous continuerons à construire ensemble. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci de faire partie de notre histoire. DCC Communication et Prime News Monde, 6 ans d'engagement, d'information et d'excellence. Pour nous, avec vous, le meilleur reste à venir.